Bien, eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir pour cette dernière partie des collaborations publiques-privées. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis disant que c'était vraiment un élément fondamental du développement de la santé numérique. On le voit avec les exemples. Et donc, on va donc commencer avec vous, professeur Stanislas Lyonnet. Vous dirigez l'Institut Imagine, qui est donc le pôle mondial de recherche de soins et d'enseignement dans les maladies génétiques. Alors, j'ai bien aimé lorsque Ramzi Temani de Janssen disait que pour travailler entre deux acteurs, il faut parfois du temps. C'est ce qu'on a pu également avoir ensemble avec notre autre entité, avec Sim4Health, dans le domaine des maladies rares. Et donc, on a mis en place ce projet autour de l'errance diagnostique avec cette plateforme RareSim. Et donc, je voulais avoir peut-être votre mot introductif sur l'importance de ces collaborations aussi, avec là aussi peut-être des startups qui apportent ce type d'innovation. Merci beaucoup, Jérôme. Merci de votre invitation d'abord. Imagine, c'est à la fois le temps très long, c'est un campus séculaire de pédiatrie. C'est la première fois qu'un hôpital a été consacré à l'enfant, 1802, ça, oui, c'est le temps très très long, et le temps court de l'innovation, de l'accélération de ces dernières années, qui a produit un modèle qui est encore nouveau dans le paysage, qui est le modèle des instituts hospitalo-universitaires. C'est le label d'Imagine. Nous sommes 7 aujourd'hui en France. Il y a une compétition actuelle pour être 8, 9, 10 à peu près. Et le cahier des charges des instituts hospitalo-universitaires est le suivant, et ça rejoint votre question. C'est un peu comme chez Racine, il faut être l'unité d'action, être thématique. Nous, c'est la génétique, notamment la génétique des maladies d'obédience pédiatrique. Il faut l'unité de lieu, c'est-à-dire en un même lieu rassembler chercheurs, les meilleurs scientifiques, les meilleurs médecins pour, à l'aide de cette recherche, inventer la meilleure médecine de demain. Et puis, il faut l'unité de temps, et le temps, c'est le temps rapide, c'est d'aller vite. Et aller vite, ça ne peut se concevoir aujourd'hui, me semble-t-il, que dans le cadre d'un droit qui dialogue entre public et privé, notamment dans les partenariats publics-privés que vous évoquez. C'est le cas sur les données de santé, qui ont été évoquées à plusieurs reprises, et je voudrais dire quelques éléments de cette accélération dans les données. La production des données, ça va sans dire. On séquence aujourd'hui un génome complet à 400 € en 48 heures, et encore. Ce qu'on a fait en 10 ans, à 30 milliards de dollars, donc vous voyez à peu près l'accélération, c'est 100 fois plus que les transistors. Mais il reste des questions. La première question, c'est la qualité des données. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a un syndrome en médecine qui est assez sous-estimé, le syndrome GIGO, G-I-G-O, c'est Garbage In, Garbage Out. Vous avez plein de données assez formidables, mais elles ne sont pas très bonnes. Et ce n'est pas étonnant que quand vous les interrogez, il vous sort des réponses qui ne sont pas très bonnes non plus, voire même pire que les données à l'entrée. Donc la qualité des données, l'exigence sur la qualité, c'est l'excellence des personnels médicaux de toute la chaîne de santé, non médicaux et médicaux d'ailleurs. C'est l'excellence des scientifiques qui ne vont pas dire n'importe quoi dans un compte-rendu, dans une base de données. Le deuxième élément, c'est l'intégration des données. Avoir des données qui sont de nature différente et pas en silo. La clinique, oui, bien sûr, avec une qualité, une exigence sur les centres de référence maladies rares qui sont affiliés à l'Institut, par exemple, mais la science en plus, les données de single cell, de génomique, de transcriptome, c'est à l'interface de ces données qu'on va trouver et de nouvelles questions et pouvoir les poser et pouvoir y répondre. Et c'est là que se trouve aussi l'interface des partenariats publics-privés. Vous avez cité Sim4Health, c'est des données en matière de formation, d'alerte du grand public, d'alerte aussi de nos collègues médecins dans les réseaux, dans les territoires, comme on dirait, pour dire « ayez la culture du doute ». Est-ce que ce ne serait pas, des fois, une maladie génétique rare à laquelle vous avez affaire, parce que ce n'est pas dans votre gouvernance, ce n'est pas dans votre boussole. Posez cette question, et c'est une plateforme numérique de formation. Mais dans une toute autre échelle, il y a un partenariat avec Dassault Systèmes sur les jumeaux numériques pour essayer de caricaturer, d'avoir des avatars de ces patients atteints de maladies génétiques et pouvoir ainsi faire des cohortes, faire de la recherche clinique et apprendre. Le quatrième élément, c'est l'acceptabilité. J'en reviens au topo de David Grosson tout à l'heure sur la garantie humaine de l'intelligence artificielle à propos des données de santé. C'est la bonne méthode pour que des bonnes pratiques deviennent des standards réglementaires et non pas que des règlements deviennent des bonnes pratiques. J'ai rien contre les règlements, mais il faut qu'ils soient produits par quelque chose qui vient de la pratique, de l'expérience et de la qualité. Le dernier point, pardon, je suis un peu long, c'est l'utilité clinique. Que ces données soient utiles, c'est notre but.
et donc qu'elles soient utilisées. C'est ma petite plaidoirie pour dire, il y a beaucoup qui sont assis sur des données en pensant que c'est la poule aux œufs d'or, que ça va rapporter des intérêts. Non, 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 ça ne rapporte rien, sauf quand on les utilise, quand on les met au service de la recherche. Et donc, c'est un plaidoyer pour dire, attention, soyons conscients que le règlement de qualité, de respect, de RGPD est formidable. Il ne s'agit pas de dire qu'on est contre ça, mais il y a une toute autre attitude inéthique qui serait de ne pas utiliser les données. J'en ai fini. Merci Bruno René. Et puis si vous vous intéressez au projet, vous voyez donc à l'écran la vidéo et d'aller donc directement sur la plateforme qui s'appelle rarsim.com. Merci, on va continuer avec vous. Pascal Bécache, vous êtes le cofondateur du Digital Pharma Lab et vous êtes à l'initiative de la coalition Next. Vous êtes l'exemple des collaborations publiques-privées dont on parle depuis tout à l'heure. Ma question est simple, pourquoi ça marche en France et à l'étranger, puisque cette fois, vous êtes parti également? Oui, on est parti en Belgique déjà pour commencer et on a d'autres horizons. Donc pour répondre à votre question, pourquoi ça marche? D'abord parce qu'il y a un esprit. Il y a un véritable esprit. Coalition Innovation Santé, c'était le nom au début, a été lancé par AstraZeneca, France Biotech, MedTech in France, France Digital, avec le concours de Digital Pharma Lab. Et ensuite, ça a continué. Ça a été lancé au moment de la pandémie et où tout le monde s'est retrouvé bloqué. Et le Premier ministre de l'époque a dit « Patients atteints de maladies chroniques, restez chez vous ». Ce qui était évidemment pas possible. Donc il fallait trouver des solutions innovantes pour essayer de garder le contact entre les patients atteints de maladies chroniques et les soignants. Ça a très bien marché. Au bout de 6 mois, on a réussi à sortir près d'une vingtaine de solutions, dont certaines sont toujours expérimentées, plus seulement expérimentées maintenant, en routine dans les hôpitaux. Et ce succès, cette volonté d'aider vraiment, qui a mis en branle tout cet écosystème, eh bien, a fait qu'on a voulu continuer après, donc en 2021, puis en 2022, et maintenant en 2023. Donc il y a un appel à projet qui est lancé pour des startups, pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui ont été élaborées en commun entre tous les gens que vous voyez là, dont d'ailleurs l'IHU Imagine, mais également l'IHU ICANN et plein d'autres. Il y a des magnifiques projets. Par exemple, encore ce matin, le CHU de Lille mentionnait le projet avec Axomove, qui a été soutenu par Ipsen au moment de Coalition Innovation Santé. On a des très beaux projets au CHRU de Brest, qui ont été soutenus par Roche. Il y a des projets qui ont été soutenus par Viatris, avec Claire qui est là-bas, et merci beaucoup. Et donc, en fait, il y a eu énormément de projets. Au total, on a à peu près 35 projets pour environ 5 millions d'euros. Donc, c'est vraiment une volonté publique-privée d'expérimenter des solutions digitales à l'hôpital avec une vertu transformationnelle pour les hôpitaux qui en sont bénéficiaires et pour les startups évidemment qui peuvent mettre en place leurs solutions. C'est évidemment un tremplin fantastique parce qu'elles se font connaître à l'hôpital, elles se font connaître par les industriels de santé et elles se font connaître aussi par les investisseurs. Donc au total, quelque chose qui fonctionne avec un esprit, je crois que peut-être Claire, tu en parleras tout à l'heure, avec un esprit particulier et une volonté d'avancer qui est absolument fantastique. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et ça a fonctionné en Belgique de façon formidable. Il y a 100 hôpitaux en Belgique. Il y en a plus de 20 qui sont aujourd'hui membres de Coalition Next en Belgique. On est en train de regarder à l'ouvrir également au Canada, en Allemagne, parce que le besoin est partout le même. Là, on voit ce qui se passe en Belgique. Le besoin est partout le même. C'est non seulement d'en parler, mais également de faire et d'essayer d'expérimenter réellement à l'hôpital. On l'a vu avec la solution Rarsim de Sim4Health. Merci Pascal, et vous venez de le citer à plusieurs reprises avec Claire Portefeuille. On va continuer avec vous. Alors vous, Claire, vous êtes responsable de la BU prescription de Viatris. Vous êtes également pharmacien de formation et vous êtes passionné également par le numérique, par le digital. Et vous avez fait un choix par rapport à ce matin dans les collaborations publiques-privées,
c'est et notamment lorsqu'on l'avait préparé, c'est de dire, moi je suis là pour aider que les innovations des startups rentrent dans le parcours de soins, avec 2 exemples de startups, hein, Ludocare et BeWise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière très concrète comment Viatris soutient ces innovations auprès des patients? Avec très grand plaisir. Notre conviction chez Viatris, c'est qu'on a la mission d'apporter des molécules, mais aussi des solutions digitales pour améliorer le parcours de soins, la vie des patients, le quotidien des médecins, être un vrai maillon dans la prise en charge et dans la santé en général. Donc, si on se focus sur le digital dans nos actions, j'ai l'habitude de dire on a 3 façons de travailler, comme le disait Thierry Hulot, de façon assez classique. Enfin, je dis classique par rapport à notre développement, mais dans lequel il reste encore des quantités de choses importantes à faire. C'est associer des solutions digitales à nos molécules. Donc ça, c'est un champ de travail dingue et avec les complexités présentées précédemment. On travaille aussi sur des solutions on va dire, plus générale, sans lien avec nos molécules. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple la start-up Posos, et on pense que c'est aussi un moyen d'aider les professionnels de santé et d'apporter des solutions digitales aux professionnels de santé. Et puis plus précisément, pour répondre à ta question plus précisément, on a aussi la conviction qu'il faut créer des business models autour de nos collaborations. Et je dis autour de nos collaborations parce qu'on a absolument conscience qu'on n'est pas capable de développer, nous, en interne, ce genre d'offres digitales, et on recherche des collaborations, alors là on va dire privé-privé, grâce par exemple à des partenaires comme Coalition, on recherche des collaborations pertinentes pour les patients et pour les médecins. Et donc l'exemple que je veux développer avec vous aujourd'hui, c'est 2 exemples que je voudrais développer avec vous aujourd'hui. Le premier axé sur la télésurveillance, dont on a plein de fois parlé aujourd'hui, avec BeWise et Optified Self. Quelques mots, parce que c'est important de quantifier aujourd'hui l'insuffisance. Donc notre collaboration, vous voyez, elle est pour le cœur de Mireille, que vous voyez en photo. Les patients qui ont une insuffisance cardiaque sévère, ou l'insuffisance cardiaque sévère provoque plus de 200 000 hospitalisations par an. Et les patients pris en charge ou suivis par de la télésurveillance voient leur risque d'hospitalisation réduit de 37%. Donc c'est colossal dans la charge, d'abord c'est colossal pour le patient, et c'est colossal dans la charge enlevée au système de santé. On peut même ajouter que c'est moins 20% de décès, de mortalité à 1 an pour ces patients-là. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on a pensé que c'était important, et notre mission, de collaborer avec BeWise et Optified Self. Et concrètement, c'est quoi notre collaboration? On a une de nos équipes de délégués médicaux qui, dans leur mission, ont pour objectif de présenter cette solution aux cardiologues libéraux et aux cardiologues hospitaliers pour leur expliquer quel est l'intérêt de notre solution et de la prise en charge, évidemment, de la télésurveillance. L'autre exemple que je voudrais présenter, c'est notre collaboration avec Ludocare. Alors peut-être que vous allez voir juste après un petit robot apparaître. C'est un petit robot tout mignon. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il s'appelle Joe. Ils sont 2 d'ailleurs. C'est un petit robot qui permet aux patients, qui a pour objectif d'améliorer l'observance. On constate dans les maladies chroniques que c'est une charge à nouveau énorme pour le système de santé, puisque la non-observance dans les maladies chroniques, c'est une charge de plus de 10 milliards d'euros. Donc c'est colossal, c'est beaucoup de sous. Et si on se focus plus précisément sur l'asthme, puisque notre collaboration avec Ludocare et Alexandra, qu'on voit en photo, en film, dans le film là, c'est autour des patients asthmatiques, des petits patients asthmatiques. Il faut avoir en tête que la non-observance de traitement pour l'asthme peut être dramatique. Je ne sais pas si vous avez ces notions, mais c'est
1000 patients par an qui décèdent d'une crise d'asthme et c'est un adolescent tous les mois. Ça paraît complètement... Enfin, pour moi, ça m'a paru complètement aberrant. C'est un traitement, une pathologie qui est connue, qui est prise en charge. Et donc, on a considéré que... aider, grâce à ce robot, les petits patients donc de 3 ans à 11 ans à apprendre à bien prendre en charge leur traitement, c'était gage de meilleure santé et surtout gage de meilleure santé pour toute la vie. Donc c'était une chouette collaboration et une vraie belle mission qu'on veut pouvoir perdurer avec Ludocare. Et concrètement, pour être concret, c'est 2000 familles qui vont être aidées parce qu'on est dans le process de remboursement. Donc avant le remboursement, c'est 2000 familles qui vont pouvoir bénéficier du petit robot chez eux. Et puis on espère et on attend le remboursement pour que cela puisse profiter à tous les patients qui en ont besoin. Merci Claire pour ces exemples très concrets qu'on pourra retrouver également dans le replay. Merci Claire. On finit avec vous, Thomas Vassel. Vous êtes le directeur des marchés entreprises de Banque Populaire et vous êtes en charge de la stratégie santé de ce deuxième groupe bancaire. Ça a été annoncé dans les Échos il y a quelques semaines. Et forcément, la question que tout le monde se pose dans la salle, c'est OK, on a les GAFAM qui amènent des choses, mais en quoi un banquier peut être en lien avec la e-santé? Thomas, vous avez la lourde tâche d'y répondre. Très bien. Bonjour à tous. Rapidement. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. Je sais qu'on est un petit peu en retard, donc promis, en 5 minutes, je vous tiens le timing sur cette séquence. Pourquoi je suis avec vous ce matin? Banque Populaire, nous, on est une coopérative mutualiste avec à peu près 10 millions de clients. Et notre première motivation, c'est comment on invente la banque de demain en réponse aux attentes de nos clients et de nos territoires, sur un modèle très décentralisé. Et quand on échange avec nos clients et les acteurs économiques du territoire, il y a 2 enjeux sociétaux sur lesquels ils nous demandent d'accélérer. Le premier, ce n'est pas du tout la thématique de la matinée, c'est l'urgence climatique. Le second point, c'est les enjeux autour de la santé. Alors en 2 minutes, je ne vais pas vous faire, j'aurai 2 heures et on aurait plus le temps, je vous présenterai en long, en large, la stratégie et l'ensemble des actions concrètes de Banque Populaire sur la santé, des sujets d'infrastructure jusqu'au bien vieillir et sur comment on accompagne au maximum et le plus longtemps possible l'autonomie. Si je reste très focusé sur la e-santé et les acteurs et les 4300 participants de ce matin, très orientés et colorés entrepreneuriat, en 2 minutes et en 2 mots, c'est soutenir l'innovation. En participant avec vous sur un écosystème où finalement les acteurs sont assez peu nombreux et de pouvoir, et moi j'adore cette thématique qui nous est proposée ce matin, les passerelles entre public et privé. Comment on accompagne les startups, les entrepreneurs, les PME à partager ensemble et accélérer nos solutions de développement au bénéfice du marché, au bénéfice des patients citoyens. J'ai bien aimé l'expression ce matin, je me la suis notée. Je trouvais que c'est ça notre vraie finalité. Comme vous, je pense, de ce que j'ai entendu en tout cas ce matin, les échanges qu'on a initiés hier soir et ce matin, à Banque Populaire, on n'aime pas trop fonctionner tout seul. Et donc, pourquoi si je suis avec vous ce matin, c'est ce qu'on fait ensemble, c'est que déjà on apprend à se connaître, à mieux se connaître, à partager nos feuilles de route. On se rend compte que nos feuilles de route, finalement, il y a plein d'axes qui sont communs. Et donc ça nous donne plein d'envie et depuis hier soir je ne fais que ça et avec un grand plaisir de regarder quelles pourraient être nos actions communes. Et voilà aussi l'autre motivation de ma participation avec vous aujourd'hui. On est court en timing, donc on aurait pu illustrer de quelques exemples, mais je vais vous en faire grâce. Juste, nous on a profité de cette conférence ce matin, ici sur Future for Care et de la conférence santé pour signer il y a un quart d'heure un partenariat avec quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle France Biotech. Et d'ailleurs, je crois que Franck Mouton fait partie des participants cet après-midi. Et voilà, je vous parlais de soutenir l'innovation. C'est une illustration supplémentaire de l'engagement de Banque Populaire sur le sujet. Et comme le temps nous est imparti, mais qu'on a le temps juste après de poursuivre les échanges hors table ronde, j'aurai plaisir à continuer tous les contacts initiés depuis hier soir pour regarder comment on aurait envie de travailler ensemble. Merci Thomas. Merci Thomas, et c'est vrai qu'avec France Biotech, c'est un vrai message envoyé à l'écosystème. Merci à tous les 4, et donc on va terminer, Vassinia, ça y est, vous n'êtes pas trop ému pour un petit peu. Hein, surtout, je pense que vous avez faim.
Comme peut-être tout le monde est soif. Très bien, merci à tous les quatre. Et donc on finit pour cette dernière table ronde. Merci.